Bon, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur que vous me faites en me recevant ici dans cette usine en compagnie du ministre Pierre Lellouche. C'est un grand honneur et c'est une grande source d'intérêt pour moi. Je me suis fixé un objectif qui est de protéger et de développer notre industrie. Je souhaite, je veux que la France reste une puissance industrielle. Je veux qu'on garde nos usines, qu'on garde celles que l'on a et qu'on les développe. L'enjeu pour vous est majeur. Il s'agit de savoir si la France peut rester une terre de production ou pas. Il s'agit de savoir si on est capable de produire en France et de vendre à l'étranger. C'est essentiel. Le jour où il n'y a plus d'usine, où est-ce que vous trouverez des emplois? Tout le monde n'est pas fait pour avoir bac plus 18. Tout le monde n'est pas fait pour travailler dans une salle blanche ou dans un laboratoire de haute technologie. Vous savez faire de belles choses. Et l'enjeu, c'est de garder nos usines. Alors, vous pourriez me dire, mais que vient faire le président de la République dans une usine? Toutes les semaines, je visite une usine. Parce que c'est une valeur symbolique. Pendant des années, plus personne n'allait dans les usines. Alors, les emplois, c'est les usines. Bien sûr que les services, c'est important. Mais le jour où il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de services. Les services se mettront au service de qui, s'il n'y a plus d'usine? Et j'étais impressionné par votre savoir-faire et la compétence que vous développez. Alors, face à cela, qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire pour garder nos usines? L'enjeu, c'est la compétitivité. Il faut fabriquer en France et vendre à l'étranger. Pour ça, il faut être compétitif. C'est l'enjeu. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, d'opposition, de gouvernement. C'est l'enjeu. Si vous voulez garder vos emplois et que vos enfants demain puissent avoir un emploi, il faut être compétitif. Comment peut-on être compétitif? La première chose, c'est qu'il faut que les usines qui restent en France, on les mette dans les conditions fiscales pour qu'elles puissent vendre les produits que vous fabriquez ici en ayant une chance de ne pas vous faire manger par les concurrents. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu supprimer la taxe professionnelle. La taxe professionnelle n'existait plus qu'en France. C'est-à-dire, non content de remercier les industriels qui restaient en France, on leur collait une taxe qui n'existe nulle part ailleurs. Ça m'a valu beaucoup de problèmes, notamment avec les élus locaux. Ce que je peux comprendre. Mais j'ai choisi les usines plutôt que les mairies, parce que les mairies, ça ne se délocalise pas. Les usines, ça se délocalise. Et j'ajoute que si on avait continué avec la taxe professionnelle, les usines auraient continué à partir. Quand j'ai fait ma campagne en 2007, tout le monde me disait « il faut arrêter les délocalisations ». Songez que sur chaque voiture fabriquée en France, la taxe professionnelle pesait pour 250 € par voiture. Vous ne pouvez pas garder ça. Pas une question d'idéologie économique. Je voudrais que vous compreniez que pour vous, si, je ne sais pas combien ça représentait d'économie pour vous, la taxe professionnelle, mais 50 000 € sur une usine, vous êtes quoi, 70 ou 80? 70. Sur une usine comme la vôtre, 50 000 €, c'est beaucoup d'argent dans la compétitivité. Donc on l'a supprimé. Deuxième chose, il faut absolument, parce que moi ce qui m'impressionne, j'aime venir dans les usines, parce que je vois le savoir-faire des femmes et des hommes qui y travaillent, et puis c'est extraordinaire le nombre de machines. Donc ce qui est capital, c'est que les chefs d'entreprise puissent continuer à investir pour innover. En pleine crise, vous avez acheté une nouvelle machine, là, celle que vous m'avez montrée. 300 000 € pour une usine comme la vôtre, ce n'est pas beaucoup d'argent. Grâce au crédit impôt recherche,
l'entreprise qui dépense 300 000 euros pour innover, l'État, nous, lui remboursons 100 000, grosso modo. Hein, c'est à peu près ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je souhaite qu'on garde les usines en France, mais je veux que les usines investissent. Parce que si vous n'investissez pas dans les machines et dans la formation des femmes et des hommes, on mourra. On ne sera pas compétitif. Comprenez-moi, ce n'est pas un choix, ce que je suis en train de vous expliquer. C'est une obligation. C'est ça ou on ferme. On investit pour innover, on vous aide pour renforcer votre compétitivité, ou c'est la fin. Il faut bien comprendre les choses. Ce n'est pas un choix, c'est pas ça, une autre alternative. Troisième chose, je sais que l'année dernière, vous avez quand même fait quelques heures supplémentaires, pas assez, mais il y en a eu. L'heure supplémentaire que nous avons voulu, vous ne payez pas d'impôt sur les heures supplémentaires et l'entreprise ne paye pas de charges. Pourquoi j'ai voulu ça? Je veux que vous compreniez. Je sais que vos salaires, à la fin du mois, ils n'avancent pas grand-chose. Parce que la vie est chère, que le travail est dur. Ceux qui vous promettront d'augmenter le pouvoir d'achat sans travailler plus, vous mentent. De la même façon que ceux qui diraient à vos enfants à l'école, travaille moins, tu auras de meilleures notes. C'est le même principe. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Non, ça ne peut pas s'arranger. Le travail est une valeur centrale. Ça ne peut pas s'arranger sans travail. Et donc les heures supplémentaires que j'ai voulues, quand vous faites des heures supplémentaires, c'est du travail et de la fatigue en plus, je le sais. Mais sur les heures supplémentaires, vous ne payez pas d'impôt. Et lui ne paye pas de charge. Et je veux vous faire comprendre que grâce aux heures supplémentaires, ça vous donne du pouvoir d'achat. Et c'est bon pour la croissance. Je ne crois pas au partage du travail. Pourquoi je suis contre l'affaire des 35 heures? Pour deux raisons. La première, c'est que si le monde entier avait fait comme nous, on peut discuter. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les 35 heures? On a perdu en compétitivité et vos salaires n'ont pas été augmentés. Évidemment, parce que quand on travaille moins, on ne peut pas gagner plus. Est-ce à dire qu'il ne faut pas parler de la question du travail et des conditions de travail d'entreprise? Au contraire. Mais je voudrais qu'on parle du travail, pas simplement en quantité, mais en qualité. Je m'explique. Travailler 30 heures dans une entreprise où on n'est pas respecté, avec un travail qui ne vous plaît pas, sans être considéré et sans être payé, c'est bien pire que de travailler 40 heures et avoir à la fin du mois la satisfaction du travail qu'on a fait et la rémunération de ce travail. La question n'est pas de travailler toujours moins. La question, c'est de travailler mieux pour avoir un meilleur salaire dans des entreprises où on ne met pas sa santé en jeu et où on se sent respecté parce qu'on est associé au résultat. Le Parlement va discuter cette semaine de la fameuse prime. Je veux m'en expliquer devant vous. Quand il y a eu la crise, qui a été d'une violence inouïe, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à côté de quoi nous sommes passés, nous, le monde entier, une crise d'une violence inouïe. On est en train de s'en sortir. À cause de la crise, il y a eu 500 000 chômeurs en plus et du travail partiel. Travail partiel, ça veut dire des gens qui, à la fin du mois, il y a moins. Comme il n'y a déjà pas grand-chose, on commence à sortir de la crise. Dans les entreprises où les bénéfices seront augmentés et où les dividendes versés aux actionnaires augmenteront, je demande à ce que les salariés en profitent. Si pendant la crise, on vous a demandé de vous serrer la ceinture, il est normal qu'au moment de la reprise, vous bénéficiez au même titre que les actionnaires de la reprise. Parce que c'est grâce à votre travail aussi que l'entreprise s'en sort. Donc dans toute entreprise où on distribuera aux actionnaires des dividendes supérieurs à ce qu'on a distribué sur les 2 années précédentes, il y a l'obligation de verser une prime aux salariés pour les associer à ce qui s'est passé.
comprenez-moi bien, ce n'est pas une prime pouvoir d'achat dans mon esprit. C'est une question de justice dans le partage de la valeur. Tant mieux que le propriétaire de l'entreprise gagne de l'argent avec son entreprise. Tant mieux. On ne veut pas qu'il en perde. Mais il doit avoir la sagesse d'associer les salariés à cela. Parce que vous êtes la richesse de l'entreprise. C'est une question de justice. Enfin, dernier point. Il est très important qu'en France, on réconcilie les Français avec le capitalisme familial. Dans ce département de la Nièvre, je serais à votre place. Je préférerais de beaucoup connaître mon propriétaire que d'être la propriété d'un fonds de pension dont le dirigeant est jeune, brillant et change tous les 3 ans. Et vient une fois dans l'année pour relever les compteurs ici. Ici, le patron, il vous connaît. C'est son argent. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on le connaît. Et on sait qu'il a, lui, comme vous, intérêt à ce que l'entreprise marche. Et moi, je préfère que les gens qui ont les moyens restent en France pour investir l'argent dans des usines comme ici dans la Nièvre, plutôt qu'on les pousse à investir en Belgique, à Monaco, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Je veux dire que l'idée de monter d'un côté les salariés, de l'autre les patrons les uns contre les autres, c'est une idée folle. Parce que c'est les ouvriers qui en paieront les conséquences. Parce que si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de capitalisme familial, il y aura un capitalisme financier. Et celui-là, il est bien pire. Voilà la vérité. Parce qu'il n'a pas de mémoire. Parce qu'il n'a pas d'humanité, le capitalisme financier. Il regarde le cours de la bourse. Lui, le patron, son intérêt aujourd'hui, c'est de développer les marchés et que ça fonctionne et que son entreprise vive. Parce qu'il prend un risque en ayant repris l'entreprise. Voilà ce que je pense. Je veux que vous compreniez. Enfin, dernier point, parce que je m'en voudrais de venir ici et puis pas vous en parler. Les retraites. Parce que c'est tellement facile de venir, de dire des choses agréables, de partir, et puis on a évité, comme on dit, les questions qui fâchent. Je veux que vous compreniez une chose. J'ai voulu la réforme des retraites, qui ne vous a pas fait plaisir. C'est normal. Parce que ça revient à travailler 2 ans de plus sans augmenter ses retraites. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que si je n'avais pas fait cela, le système allait à la faillite. Il y a 15 millions de retraités en France. Tenez-vous bien, pour 1,5 million d'entre eux, il n'y avait pas de quoi payer les retraites, on les paye en allant à la banque emprunter. Je préfère affronter votre mauvaise humeur parce que j'ai fait la réforme des retraites plutôt que votre colère le jour où vous partirez à la retraite et on vous dira il n'y a pas d'argent pour le payer. Il faut bien réfléchir à ça. Il faut que vous compreniez une chose. Depuis 1950, on a gagné 15 ans d'espérance de vie en plus. Si vous vivez plus longtemps à la retraite, et si vous ne travaillez pas plus longtemps, comment on paye les retraites? Il y avait 3 solutions. Il n'y en a pas 4. La première, c'était baisser les pensions de retraite. Elles sont déjà toutes petites. Je ne l'ai pas voulu. La seconde, c'est augmenter les cotisations. Mais il y en a déjà assez, des cotisations. La troisième, c'était augmenter la durée de cotisation. Parce que contrairement à ce qu'on vous dit, les cotisations que vous payez, ce n'est pas pour votre retraite à vous. C'est pour ceux qui vous ont précédé. Et les jeunes, ils paieront pour vous. J'ai vu qu'on avait conseillé à certains lycéens de descendre dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Tenez-vous bien. Il y a 1 lycéen sur 2 d'aujourd'hui qui vivra jusqu'à 100 ans. Vous croyez qu'ils vont pouvoir partir à la retraite à 60 ans? Réfléchissez, simplement réfléchir.
n'y avait pas le choix. Et avec la réforme qu'on a faite, en 2018, le régime est équilibré. Chacun d'entre vous qui partira à la retraite aura sa retraite payée. Et bien moi, je suis tranquille avec ça. J'aurais pu mettre la poussière sur le tapis. J'aurais pu dire, c'est les autres qui s'en occuperont. J'aurais pu dire, pourquoi je vais me fâcher avec eux? Ce n'est pas l'idée que je me fais de mon travail de président de la République. D'ailleurs, personne ne reviendra sur cette réforme. J'ajoute qu'il y a tous ceux qui ont travaillé jeunes, tôt. Ici, il y en a certainement parmi vous. Jusqu'à 18 ans, partiront toujours à 60 ans. La pénibilité, ça existe. Nous sommes le seul pays d'Europe qui a inscrit la pénibilité. Ceux qui ont une reconnaissance d'une difficulté, d'une pénibilité. Non, mais c'est pas grave. Dites-lui. Si c'est votre mari, dites-lui bonjour. Voilà. Ça m'arrive moi aussi. Mais si vous voulez, il y a des décisions à prendre dans notre pays. Et mon devoir, c'est de les prendre. Trop longtemps, on a fait comme si on n'avait pas à prendre de décision. Voilà. Et c'est comme ça qu'on préservera notre emploi, qu'on préservera notre modèle social et qu'on s'en sortira. On a tout pour s'en sortir. Tout. Mais pas en travaillant moins. Pas en investissant moins. Pas en disant aux gens, restez tranquilles, les autres vont nous attendre. Ça, c'est pas possible. Et vous, vous le savez bien, parce que vos vies montrent qu'il a fallu vous retrousser les manches pour pouvoir faire vivre votre famille et résister à tout cela. Voilà. Je voulais vous dire ça pour que vous compreniez qu'il y a un moment donné, on a un devoir national de faire face à ces responsabilités. Et c'est mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas de parler, c'est de décider. Puis d'expliquer, mais décider. Et d'assumer mes décisions. Voilà. Et c'était ma manière de vous respecter que de vous dire pourquoi j'ai fait ça. Même si ça aurait été beaucoup plus facile de ne pas faire les choses. Voilà. Et je vous souhaite beaucoup de réussite. Et puis je voudrais vous dire aussi, comme cette odeur de bois là, c'est exceptionnel. Et puis également, comme ça fait plaisir de voir la fierté des femmes et des hommes que j'ai rencontrés de faire un bon travail. Vous pouvez être fiers du travail que vous faites. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ce travail. Je vous remercie. Bon courage. Merci, Monsieur le Président.